Bonsoir. Ahmed Kiraz. Écoutez, le régime de Damas père et Damas fils, on le connaît. On le connaissait. Damas fils, donc Damas Bachar, Assad fils. Bachar, on avait déjà connu cet exploit lorsque les Kurdes dans l'Al-Jizla s'étaient révoltés pour demander notamment que pour un certain nombre d'entre eux, on leur accorde des cartes d'identité, puisque comme vous le savez, une partie des Kurdes de Syrie, ce sont en réalité les Kurdes de Turquie qui ont dû partir dans les années 20-30 pour échapper à la répression ici en Turquie, dans l'Est. Et donc ces gens-là n'avaient pas de carte d'identité. Et à l'époque, eh bien, il y a eu une répression qui fut considérable. Donc ça, je pense qu'on n'a pas découvert le caractère sanguinaire de Bachar qu'au début de la révolte syrienne. Mais en fait, j'ai plusieurs questions, mais je commencerai par celle-là. Quand cette révolution a commencé, vous avez les Kurdes de Syrie qui donc ont clairement demandé à l'opposition syrienne de s'exprimer sur les droits des Kurdes dans la future Syrie. Et bien sûr, il y a eu les pressions de la Turquie sur ce point-là. Mais qu'est-ce qui a bloqué, à votre avis, l'opposition syrienne pour refuser toute promesse à la minorité kurde, puisque leur discours, en gros, ça a été on libère d'abord la Syrie de Bachar, ensuite on verra vos revendications. En sachant que dans un pays où nous avions, vous avez dit, il y a 10 à 15% de Kurdes, que si on laisse à la seule décision de la majorité les droits d'une minorité, eh bien que ces droits ne seront jamais accordés. À votre avis, est-ce que c'est le nationalisme arabe qui a fait que l'opposition a refusé toute concession, toute promesse à ce propos-là, ou c'est plutôt la pression de la Turquie? C'est ni l'un ni l'autre. C'est le PKK. Alors je sais que là, je parle d'un sujet chaud. Vous savez, j'étais pas loin d'ici au moment de Kobané. Et j'ai eu le malheur de critiquer le PKK et j'ai compris ce à quoi je m'exposais. Mais moi je suis historien. Donc les Kurdes de Syrie, c'est pas le PKK. C'est pas le PYD. En tout cas, ce n'est pas que ça. Le PKK a une longue histoire en Syrie. Parce qu'Öcalan était en Syrie de 1984 à 1998. Et à ce moment-là, les services de renseignement syriens, les Mukhabarat, déléguaient au PKK les fonctions de répression dans les zones kurdes. Le PKK avait des prisons en zone kurde, dans la Jazira. Il avait des centres de torture dans la Jazira. Il avait des réseaux d'informateurs. Donc ça n'est pas un parti qui émanait justement d'en bas, comme je vous le disais. Il avait un certain soutien populaire, mais fondamentalement, sa puissance en Syrie, elle était dérivée du régime Assad. Donc ce qui se passe en 2011, c'est effectivement ce jeu sur le PKK de la part du régime. Et on ne peut pas dire les Kurdes de Syrie, parce que des Kurdes de Syrie, vous en avez toujours dans la Révolution, et vous en avez encore ces derniers jours, qui ont dénoncé des violences atroces perpétrées par le PKK contre des révolutionnaires syriens, entre autres dans la zone d'Alep, où le PKK contribue au siège de la ville. Donc, j'ai répondu de manière tranchée. Évidemment qu'il y a le nationalisme arabe, et évidemment qu'il y a les pressions de la Turquie. Mais je ne pense pas que ce soit les raisons fondamentales, mais je parle aussi sous le contrôle de mon ami Houchem qui connaît ces sujets bien mieux que moi. On a eu à la tête de la révolution syrienne, du Conseil national syrien, un Kurde, Abdelbasset Saïda, qui n'est pas un collabo, qui n'est pas un agent, qui est quelqu'un qui a une vraie dimension, qui a écrit le premier livre en français sur les Kurdes de Syrie, qui a toujours milité pour les droits des Kurdes.
Donc, il y a eu une forme de prise en otage réciproque entre le PKK qui avait ses priorités et des canaux toujours ouverts avec Assad, hein, dans les zones sous contrôle PYD, PKK aujourd'hui. Le régime Assad est souvent encore présent, pas partout, je sais, à Kamichlé, il y a des accrochages, etc. Mais très souvent, ce qui se passe, c'est que les Mukhabarat se replient et on change le portrait. On enlève Assad, on met Öcalan. Voilà, hein. Mais si vous êtes opposant, vous n'allez pas beaucoup mieux avant et après. Donc aujourd'hui, on voit bien que, là encore, on ne peut plus revenir en arrière. Hein, dans une révolution, on peut plus. Donc de toute façon, la question, plus seulement des droits kurdes, etc., mais même du fédéralisme, est posée. Elle est posée parce que sur le terrain, vous avez une réalité, qu'on appelle maintenant Rojava, qui était quelque chose... Moi, j'ai jamais entendu parler de Rojava avant, mais c'est ça, les partis, entre autres les partis révolutionnaires, je pense que le PKK est, dans son genre, un parti révolutionnaire, il crée des réalités sur le terrain, il change la réalité. Et on voit que la Russie joue là-dessus. Et à mon avis, c'est encore plus important que ce que fait Assad. Que la Russie, donc elle a cette... c'est quand même... Primakov, hein, qui avait amené dans son avion personnel Öcalan de Damas à Moscou. Hein. Moi, à l'époque, je vivais à Damas. Et c'était extraordinaire parce que donc, les Assad, quand ils mentent, ils mentent. Voilà. Donc, Moubarak était quand même venu 2 fois pour dire, écoutez, vraiment, mes amis turcs, ils disent que vous avez Öcalan, et Assad, il se tournait, il disait, Abdallah, comment? Je peux pas prendre. Öcalan. Le gars vivait dans un immeuble à Mézé, il était sous la protection de la garde présidentielle, c'est incroyable. Et puis un jour, ils ont décidé que... Bon, et d'ailleurs, c'est Bachar qui a convaincu son père, je ne vais pas rentrer dans les détails, et les Russes sont arrivés, et ils l'ont emmené en avion à Moscou, et là, le lendemain, vous aviez une dépêche en une de tous les journaux. Ah, Abdallah Öcalan a été vu sur la place rouge. Donc ce monsieur qui n'existait pas, soudain il était apparu sur la place rouge. Donc c'était une façon pour les Syriens de dire il ne nous appartient plus.